Je vais aller vite, ça vous sera communiqué, mais l'idée c'était, comme vous avez pu le voir sur l'après-midi d'hier, de vous résumer dans un mélange de texte et de dessin l'ensemble des interventions d'aujourd'hui. Donc là on était sur le jour 2, sur donner du corps à tout ça, tout ce que vous avez pu voir hier, donc l'éthique en action. Et ce que je retiens sur le discours introductif, c'est que en fonction des différents moments de la vie, il y a tous un moment où on est toutes et tous vulnérables et que c'est un rappel de notre humanité et que l'appel à faciliter l'accès aux soins des personnes en situation de handicap, ça se construit avec les aidants. C'est une journée pour sculpter l'éthique. Là, nous avons eu la belle phrase de Rodin, là, la beauté de Reims nous atteint même quand la lumière défaillante ne nous permet pas de la voir, et d'interroger les fondements de notre système. Vous aurez le détail après. Sur les retours d'expérience de la table ronde et de la scénette pas vu, pas pris, où la personne en situation, enfin avec un autisme disait j'ai mal, et que personne ne comprenait ce qu'elle avait. Donc là, il y a notamment le retour d'expérience Handi Relais et Handi Consulte. Donc pour le CARE, pour le CURE, et donner des outils aux personnes, au personnel, aux aidants, un protocole, un badge aidant notamment, des interprètes. Il y a beaucoup de choses. Contacter même des professionnels à la retraite en disant oui, j'ai toujours son historique sous le bras. Mettre en place des séances d'habituation aux soins, avec même parfois des IRM d'essai. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont proposées. Encore une fois, je vais très vite. Il y a eu plus de choses. Et côté clinique Courlancy-Besanne, la consultation de deuxième ligne pour l'autisme, sur dossier, plusieurs professionnels de santé, une file active de 250 patients, et on voit que tout ça fonctionne en subsidiarité avec le CHU, notamment au niveau des urgences. Si on va sur toujours là-dessus, attention, il y a le DMP et Mon Espace Santé qui sont des outils formidables pour des mines de données, mais qui ne sont pas assez consultés, pas assez utilisés, malgré pour certaines occasions une obligation même réglementaire, voire légale, à y recourir. Personnes handicapées, personnes en situation de handicap, parler parfois peut-être plus de personnes à besoins spécifiques, ne pas oublier l'usage des outils technologiques, de communication notamment, et qui peuvent servir aussi pour d'autres publics, les publics allophones notamment, et c'est un rappel que c'est aussi et surtout peut-être aussi, vous m'entendrez, au système de s'adapter qu'aux personnes. Et je retiens là de vos échanges questions-réponses, beaucoup de soignants sont des aidants, il y a double casquette et que c'est important de valoriser leur savoir, et vous avez posé la question, pourquoi pas créer un comité de soignants concernés par les danses. Table ronde, éthique et action, innovation locale pour l'accès aux soins. Alors, un beau retour sur lutter contre les retards de diagnostic, parce que c'est une question de justice et de justice sociale, avec un état des lieux qui a été fait. Enfin voilà, ils vous proposent un processus de diagnostic, des outils d'information, de communication, notamment Candybox, une communication cohérente et rassurante, donner les moyens d'être le relais via des formations pour les professionnels du parcours de soins, et tout ça, il a fait l'objet d'une évaluation. On va faire dans l'ordre. Ah oui. L'accès aux soins pour les personnes sourdes en Lorraine. Et donc la personne sourde en colère, là, j'ai essayé de faire le logo, qui dispose d'une déficience visuelle forte, pas la même langue des signes, déficience intellectuelle. Ah, tu veux une raclette? Non, c'est pas exactement ça, mais on voit que ça, j'ai mis pour faire sourire, mais on voit que communiquer, comme vous le savez, c'est le premier. Pour soigner, le premier élément. Longtemps, non-utilisation de la langue des signes, donc il a un peu perdu la main, entre guillemets. Un bilan soin, un bilan ophtalmologique, travail acceptation de la déficience visuelle, tout ça avec interprète et intermédiatrice des soins qui mènent à des dépistages du cancer, un accompagnement aussi social. Présentation du projet Ma santé me concerne. Donc formation conjointe, salariés et usagers, pour bien comprendre c'est quoi ma santé et faire de la personne handicapée un acteur de sa santé. Il y a des enquêtes et vous avez vu des vidéos avec une bande sonore très puissante qui vous ont été proposées. Les jeunes aidants, table ronde 2, aidants au cœur du parcours de soins, reconnaître, soutenir et valoriser leur rôle. Petit rappel, petite explication, qu'est-ce que c'est un jeune aidant? Donc enfants et adolescents plus les jeunes adultes. Qu'est-ce qu'ils font? C'est des aides matérielles, interpersonnelles, des choses de routine, mettre la table, j'exagère, mais c'était un peu l'idée, quelque chose qui vont de soi, mais jusqu'à des choses de très haut niveau, d'aide et de responsabilité qui sont, c'est écrit, inappropriés pour leur âge, pour même de manière générale. Et les chiffres des publics concernés, vous voyez, qui sont assez importants, sont des jeunes aidants, avec comme souvent une surreprésentation des femmes malheureusement, et parfois plus d'un proche aidé. Et après, vous avez mis en parallèle des systèmes, des dispositifs d'aide justement pour les jeunes aidants comme MEJ, Spot, Atelier Bien-être, etc. Accompagner les aidants pour consolider les parcours de leurs proches,
pour accompagner au mieux une personne, il faut accompagner les proches. Donc là, vous avez des dispositifs qui vous ont été nommés, donc de Cap et dans Alsace. Ce que je n'ai noté, c'est que les taux de rechute sont seulement de 4% quand on recourt à ces dispositifs. Les questionnements, c'est l'universalité de ces dispositifs, comment les rendre toujours plus accessibles. Parce qu'il y a une question d'équité d'accès, ça dépend du lieu où on habite. Est-ce qu'il faut intégrer cette mission au sein des ESMS, les moyens, les missions des aidants dans les ESMS, vous voyez, encore beaucoup de questions, mais en tout cas, quand il y a les moyens, ça fonctionne bien. Être aidant familial aujourd'hui, entre reconnaissance et réalité. Un Français sur 6 est aidant, c'est énorme. On a dit 12 millions de mémoire, je crois. Un chiffre sous-estimé, un chiffre qui va augmenter avec les évolutions démographiques. L'aidant, c'est le premier acteur du parcours du soin de la famille. Il faut rappeler, c'est pas un professionnel, n'a pas de formation, pas de diplôme, n'est pas payé accessoirement. La dépendance, c'est beaucoup de sujets, c'est l'âge, le handicap, c'est souvent dans la durée, et voire de pire en pire. C'est tous âges, et ça provoque bien souvent des situations d'épuisement et d'isolement. Il y a des tâches, vous voyez, c'est multibras, administratives, soins, on l'a dit, on l'a redit, tout le quotidien, voire parfois un mélange des genres. Je suis aidant, mais je reste d'abord ta maman. Et sur la question du soin, notamment dans l'information et la décision médicale, avec un flou juridique sur, oui, un parent d'un enfant en bas âge, c'est simple qu'il ou elle prenne la décision. Après, quand les personnes vieillissent, ça devient beaucoup plus compliqué et flou, voire injuste. Et donc, besoin d'une réponse globale et cohérente, indemnité, plus de formation, place dans la décision médicale, et ne pas oublier le consentement de l'aidant sans le culpabiliser. Vous voyez, ça va vite. HCL Lyon, vision à 360, des piliers. Voilà, il y a vraiment beaucoup de recettes, faut que j'aille vite. En tout cas, ce que j'ai retenu, c'est l'annonce, c'est un pronostic, annonce parcours, avec les perspectives d'évolution, des scénarios, et donc pour aider des scénarios de simulation, d'annonce, et les proches doivent être intégrés sans être responsables, notamment sur la question de l'arrêt thérapeutique, même si on a vu que dans certaines conditions, au contraire, ils voulaient être impliqués. Sur mettre l'éthique en pratique, l'expérience de la vie active dans l'accès aux soins des plus vulnérables avec les avis, et les faire vivre les avis. Là, je ne vais pas les relire, mais la question de l'autodétermination, communication alternative et améliorée, et bien souvent, malheureusement, heureusement, mais c'est pas normal, les professionnels du soin, entre guillemets, au sens large, font plus que leur fiche de poste. Panel 1, éthique territoriale et démocratie, ou toujours. L'éthique comme langage commun de la coopération médico-sociale et sanitaire. Les actions, soutenir l'éthique de terrain, ça pousse. Et du coup, on a mis des consultations d'éthique clinique pour les cas complexes, requérir la parole, et notamment l'importance, comme souvent, de faire un retour de boucle à l'équipe, aux patients, les espaces de pensée, avec tout ce qu'ils proposent, et la ruche, notamment pour l'idée d'impliquer les personnes. Sur la recherche d'une éthique du quotidien en maison d'accueil spécialisée, l'idée de trouver un cadre de la réflexion éthique, l'éthique, c'est la boussole du quotidien. Et vous voyez, ça touche beaucoup de sujets, c'était très intéressant. Au quotidien, quel regard on porte sur nos résidents? Mettre de l'extraordinaire dans l'ordinaire, le soin versus le confort, l'inclusion, est-ce un besoin? Est-ce qu'il faut inclure tout le temps? Parce qu'on parle tout le temps d'inclusion, mais s'il y a des temps, il ne faut pas agir pour. L'implication des familles, la question de la liberté de mouvement. Bref, ça donne lieu à des échanges internes, externes, voilà. Accompagner au pas de côté, retour d'expérience d'un espace éthique au cœur du territoire. Donc les actions, création d'un comité éthique. C'est intéressant, les deux moyens d'y recourir, par saisine ou une dynamique quotidienne avec des événements comme Café Éthique, et comme autre action, organisation d'ateliers citoyens avec par exemple le sujet de la place des proches. Beaucoup de partenaires qui entraînent une diffusion de connaissances et coordination territoriale. Sur l'expérience de démocratie en santé en milieu psychiatrique pour un meilleur accès aux soins, le groupe Débat. Donc c'est un groupe de travail, c'est pas juste un groupe de débat, pas juste un groupe de parole, pardon. Il y a 10 débats par an, et si je résume, c'est renforcer l'alliance patient, soignant, établissement ou administration. Et voyez, là on arrive à la fin. Handicap et dignité en Guyane. Donc la Guyane, prise en soin, un territoire très divers, avec 90% de la population qui se concentre sur le littéral. Voilà, tout ce qui a été dit. Mais pour résumer vraiment, c'est la question de la prise en charge du handicap, dignité de la parole, de l'inclusion, des migrations, de l'éthique relationnelle et de la spiritualité. Et là, la parentalité des personnes en situation de handicap, les corps, est-ce que c'est pas trop réduire un humain que le réduire à son corps? Quid des corps différents? Handicap et parentalité, donc l'handicap et la parentalité absent de la loi de 2005. Un déni un peu général, on veut pas voir les personnes handicapées en situation de handicap comme des potentiels parents, voire même avant comme des personnes qui ont des relations sexuelles. Et le handicap, le mot historiquement consacré aux chevaux, donc pas forcément très adapté. Une suspicion quand on parle de handicap et de parentalité.
Après, des termes techniques, la capacité, donc c'est le choix et de pouvoir accéder à la vie qu'on veut. Si on ajoute une dose de responsabilité, on arrive à la capacité. Les parcours de parentalité différents selon les types de handicap. Et si je résume, les politiques publiques, elles doivent accompagner les parents, faciliter la capacité à être parent ou pas. Voilà. Et là, vraiment, de plus en plus vite, la dépendance ou l'effacement de la situation de handicap pour les plus de 60 ans, limite 60 ans, et on voit le monsieur qui dit « Avant, j'étais en situation de handicap, depuis mon anniversaire, je suis dépendant. Je n'ai donc plus de handicap. » Voilà, moi, je pose la question de manière naïve exprès, mais c'est vrai que quand on va au bout de la réflexion, c'est illogique. Donc, ça a été fait pour des raisons financières. Voilà, tout ça vient d'être dit. Je notais aussi perte d'autonomie. On sous-entend aussi une perte de liberté. La dépendance ne peut être que prise en charge. Par exemple, il n'y a pas d'aspect socio-éducatif, il n'y a pas d'aspect curatif. Enfin, je ne sais pas si j'emploie les bons termes, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, ma situation ne peut donc pas s'améliorer. Une certaine dose de fatalisme. Et donc, supprimer cette distinction factice. Si l'âge c'est dans la tête, mon handicap est bien réel et doit donc être pris en charge. Et enfin, il y a prédire le mot d'après, Albi. Bac, communiquer dans handicap, ça a des vertus, l'autonomie physique, améliorer l'accès aux soins, il y a des risques, des petites hallucinations, vous voyez là je viens de prendre, donc il manque encore un peu des dessins. En bref, rassurez-vous, n'ayez pas peur, comme disait l'autre, c'est un outil, mais sous certaines conditions, notamment du design inclusif en incluant les personnes en situation de handicap. Et merci, j'ai fait vite. Merci beaucoup.